Je vais vous présenter très vite Abnous Chalmani, qui est écrivain ou écrivaine. Ah, ça va l'énerver si je l'appelle écrivaine, qui est journaliste et qui est chroniqueur ou chroniqueur, d'accord. Notamment à l'Express et qui est autrice de nombreux livres. Tout ça pour l'énerver. Manuel Valls, qu'on ne présentera plus, qui est ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur de 2012 à 2014, et Frédéric Dabi, que vous avez entendu tout à l'heure. Alors, je ne vais pas faire un truc trop organisé, trop scolaire. Je voulais juste peut-être éventuellement faire écho à ce qu'on a entendu en début de soirée. Je vais commencer par Manuel Valls, parce que j'ai le sens de la préséance. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'accoutumance à l'antisémitisme et surtout une forme de tolérance face à ces nouveaux termes qu'on utilise pour déflatter, si j'ose dire, l'antisémitisme, en parlant d'antisionisme ou en disant que l'islamophobie et qu'on stigmatise et que donc ça rend finalement l'antisémitisme, ça le banalise. Est-ce que vous avez assisté à ça ? Oh, s'il y a une accoutumance, ça fait quelques centaines ou quelques milliers d'années que nous la connaissons. Il suffit de lire des ouvrages récents de Horry ou de Taguieff pour replonger dans les origines de l'antisémitisme. Mais comme c'était dit tout à l'heure, oui, il y a eu en effet un retour de l'antisémitisme. Est-ce qu'il avait vraiment disparu ? En tout cas, les circonstances historiques avaient fait qu'il était sans doute moins présent. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent, modestement, comme Raymond Aron, qu'il y a eu sans doute une bascule à la fin des années 60, quand Israël a gagné la guerre des 6 jours, est devenu un État puissant, et donc cela a pu alimenter toutes les thèses sur la puissance des Juifs, non plus considérés comme une minorité, tirant, je mets des guillemets, évidemment, les ficelles de la finance ou de la politique ou des médias, mais ayant à ce moment-là un autre rôle sur la planète. Et donc, du coup, on n'a pas pris conscience, à ce moment-là, c'était difficile, mais encore aujourd'hui, du fait qu'il faut soutenir Israël, non pas au nom du passé seulement, au nom de la genèse de l'État d'Israël, c'est-à-dire les pogroms ou l'idée sioniste, au nom évidemment de la mémoire des victimes de la Shoah, mais parce qu'aujourd'hui, nous partageons des valeurs universelles, parce que c'est un allié stratégique, parce qu'il y a les accords d'Abraham et qu'il y a quelque chose qui nous lie fortement au sein d'une même civilisation. Mais oui, on a minimisé. Et la grande responsabilité, de mon point de vue, elle vient de la gauche. C'est de la responsabilité majeure d'un point de vue historique. On pourrait les partager évidemment avec d'autres, mais en tout cas, là, il y a une rupture qui d'ailleurs s'accomplit en même temps qu'une rupture avec la question républicaine ou laïque, mais qui vient et qui est impardonnable. Parce que dans la sphère intellectuelle, dans la sphère sociale, dans la sphère politique, cette gauche-là, ou la gauche, avait une prédominance, me semble-t-il, et qu'en ne comprenant pas ce qui se passait, en minimisant les faits, en pensant que, au fond, les victimes, les vraies victimes étaient ceux qui faisaient des actes, passaient à des actes antisémites du quotidien, en laissant évidemment le débat sur la question israélo-palestinienne. Il y a une erreur. En Espagne, je ne vous dis pas. En Grande-Bretagne, avec un parti travailliste dominé par un courant antisémite et par un antisémite, Jeremy Corbyn, qui a été enfin expulsé, mais qui a depuis reçu le soutien de Pablo Iglesias en Espagne et de Jean-Luc Mélenchon en France. Tout cela montre que, oui, il y a le travail à faire, pardon, je suis trop long, a été là, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis battu contre, et que j'ai parlé des gauches irréconciliables, notamment sur cette question-là. Alors, je pense qu'Abnous est d'un avis qui n'est pas franchement éloigné. Est-ce que, Abnous, on ne va pas se vous voyez parce qu'on se tutoie dans la vie, est-ce que tu penses effectivement qu'il y a une responsabilité de la gauche ? Et est-ce qu'on peut être un peu plus spécifique, plus précis ? Est-ce que c'est une responsabilité de la gauche par une espèce de complexe du côlon ? C'est-à-dire, est-ce que, comme je crois que c'est Birnbaum l'avait écrit, qu'on avait une forme de mauvaise conscience et qu'à partir de là,
vis-à-vis de ceux qui sont censés plus souffrir. Bon, bref, comment tu analyses ce phénomène? Et après, on passera par Frédéric. Et je voudrais que tu me précises un peu la responsabilité de la gauche, parce que il y a eu aussi l'extrême droite quand même, et qu'on ne peut pas uniquement charger l'extrême gauche. Abnous. Moi, je suis de gauche, je ne suis pas l'extrême droite. Donc c'est pour ça D'accord, que... non mais je sais, mais toi tu fais ton mea culpa, mais simplement, enfin le tien, celui de la famille à laquelle tu as appartenu, je voudrais qu'on revienne sur les causes, pourquoi la gauche n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire et pourquoi on a entendu des choses pareilles. Abnous. C'est vrai, Raymond Aron avait raison. Le rapport à Israël a changé en 67 radicalement, puisque la gauche a quand même un tropisme victimaire et il faut absolument défendre l'opprimé. Donc soudain, il y a eu un petit moment de panique, mais ça remonte beaucoup plus loin. Ça remonte, il suffit d'ouvrir des livres d'histoire, des textes de Jaurès qui parlent de cette vitalité antisémite révolutionnaire en Algérie qu'il faut soutenir. C'est des textes signés par Jaurès. Il y en a beaucoup de cette période-là, d'avant-guerre. Donc c'est quand même inscrit depuis très longtemps, cette espèce de levier antisémite dans la gauche pour dire, voilà, l'antisémitisme d'extrême droite, c'est les Juifs ont tué Jésus, l'antisémitisme d'extrême gauche, c'est le Juif, c'est le capital, c'est l'argent. Et ça, c'est du pain béni, si j'ose dire, pour la gauche. Donc elle l'a utilisé. Ensuite, évidemment, il y a eu la question israélienne, les victoires d'Israël qui tout d'un coup ont, j'allais dire même confirmé la gauche dans l'idée qu'il fallait surtout être pas du côté des Juifs et encore moins des sionistes. Et il y a eu après, il a fallu d'attendre même pas 10 ans, il y a eu effectivement cette expression qui, donc on va parler que de choses qui n'existent pas ce soir, en l'occurrence l'islamo-gauchisme qui n'existe pas mais qui est là, et ça a été repris parce que dans l'islamo-gauchisme, l'une des grandes caractéristiques, ça reste l'antisémitisme. Et ce qui est dingue, c'est quand même qu'il y a des penseurs de l'islamisme, moi je ne dis pas islamisme radical, l'islamisme est de fait radical, sinon on dit islam radical, sinon islamisme. Mais l'islamisme de Hassan el-Banna, des frères musulmans, qui a été pensé par Sayed Qutb, l'antisémitisme est indissociable de cette pensée islamiste. Et ça a été repris par Ali Shariafi après, et qui a présidé aux destinées de l'Iran. Et on parlait de Jeremy Corbyn tout à l'heure. Jeremy Corbyn est un grand lecteur d'Ali Shariafi, et c'est assez simple. C'est que tout sauf l'État, c'est que l'islamisme représente une force révolutionnaire. Ça peut nous amener enfin ce grand soir qu'on attend tous de nos forces. Donc autant aller dans ce sens-là. Et je pense qu'effectivement, après la révolution iranienne, Khomeini est arrivé au pouvoir parce que les communistes iraniens du parti Toudé ont, alors qu'ils étaient en prison, ça c'était encore un coup de génie de l'ayatollah Khomeini, du Shah. L'autre aussi, c'est un génie. Alors là, vraiment, ça c'est ironique pour le Shah qui s'est dit, ok, on va mettre un communiste et un islamiste par cellule. Avant la révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par causer, puis ils se sont dit, mais on a le même ennemi. Et à gauche, comme d'habitude, comme ils sont infoutus de se trouver un leader charismatique et qui s'engueule entre le maoïste, le stalinien, le trotskiste, il s'est passé quoi? Il y avait un leader charismatique, c'était Khomeini. Et vous savez, c'est les cassettes audio, c'est l'équivalent aujourd'hui des podcasts, ce que vous voulez, d'Internet. Et à un moment, les communistes se sont rendus compte que les universités d'Iran étaient ces cassettes-là de Khomeini qu'il enregistrait d'abord en Irak, ensuite en Suisse, enfin en France, circulaient, et ils se sont dit, le voilà le leader charismatique. Et évidemment, la gauche, extrêmement prétentieuse, qui se dit non mais attends, les religieuses n'ont jamais su diriger, on va les aider à faire la révolution parce que nous, on sait faire la révolution, et après, eux, ils vont faire la déco, et puis nous, on va prendre le pouvoir. Parce qu'il y avait une révolution constitutionnelle en 1905 en Iran qui avait validé, ce qui est dans le schisme iranien a priori, la rupture entre le spirituel, le politique, pour en plus se différencier encore plus des sunnites. Voilà, il y a une vraie histoire. Et là, avec le renouveau de l'islamisme qui tout d'un coup devient, j'allais dire, une doctrine, une idéologie à la mode dans nos universités, jusque dans les cours de récréation de nos écoles primaires, ils n'avaient qu'à reprendre une littérature qui préexistait et qui est effectivement, dans la première caractéristique, est l'antisémitisme. C'est vrai, on le disait tout à l'heure, est-ce que s'il n'y avait eu que l'hypercachère, nous aurions manifesté? Mais non. Mais évidemment que Marceline Loridan avait raison. C'est ça qui est dramatique, on l'a tous senti, il n'y a même pas besoin de réfléchir plus loin, parce que le travail de sape avait déjà été fait dès les années 80 par les frères musulmans et d'autres obédiences. En l'occurrence, vous avez remarqué quand même beaucoup de terroristes, en l'occurrence celui qui avait fait sauter qui avait plastiqué la synagogue de Djerba, il venait de Saint-Priest, et quand on regarde l'origine territoriale de beaucoup de terroristes
islamistes, ils viennent de la région de Lyon. Mais pourquoi? Parce qu'en 88, l'Union des étudiants musulmans de France, première émanation des frères musulmans, s'est installée à Lyon. Et à partir de là, elle n'avait plus, c'était du tout cuit. Comme c'était la fin d'idéologie et la fin de l'histoire, n'a pu qu'aider et accélérer l'arrivée de l'islamisme, j'allais dire comme une doctrine normale, au même titre que d'autres. Ça a pris, voilà, la nature a ordre du vie, ça a pris cette place-là. Mais le renouveau de cet antisémitisme est indissociable de l'islamisme, et c'est une longue histoire, et la gauche s'est mise au milieu, à partir déjà avant-guerre avec le Parti socialiste en Algérie, et après, à partir de 67, et surtout à partir de 79, avec l'arrivée de l'islamisme. Avant que Frédéric nous donne un petit peu d'espoir, parce qu'il n'y a pas que des choses qui sont négatives dans l'étude, il faut quand même remettre, quand on dit les deux gauches irréconciliables, c'est qu'il y en a une qui a sauté le pas et il y en a une qui est restée fidèle à sa tradition. On ne peut pas considérer que toute la gauche, il y a une partie de la gauche républicaine qui était laïque, qui appréciait la laïcité. Il y a un certain nombre de gens qui se sont toujours battus, et pour Israël, et pour lutter contre l'antisémitisme. Moi, je fais partie d'une famille qui était comme ça. Donc, je ne veux pas qu'on coule toute la gauche. Non. Mais moi, parce que je suis un homme de gauche, un républicain de gauche, je me considère comme un politique, un intellectuel, et que j'aime l'histoire, je réfléchis sur ces sujets-là. Je viens d'écrire un livre sur Éric Zemmour, où je rappelle quelles sont les traditions de l'extrême droite. Et donc, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je ne doute pas un seul instant que tout le monde est convaincu. Mais la gauche a eu à chaque fois cette difficulté, au fond, à faire la différence entre les questions, on va dire, fondamentales, presque philosophiques, et la question sociale. Et au moment de l'affaire Dreyfus, il y a là un basculement qui est essentiel. Jaurès et Clémenceau, y compris après l'affaire Dreyfus, ce dernier, écrivent des textes qui sont flottants au début. Non, même Clémenceau après, qui pourrait être considéré comme flottant, pour reprendre cette expression, aujourd'hui. Même Clémenceau. Mais il les publiera quand même sans... Mais l'affaire Dreyfus est un moment fondamental dans l'histoire de la République. Et Clémenceau et Jaurès, grâce à Péguy, à Lazare et bien sûr à Zola, font que cette gauche ne se trompe pas. Et Jaurès rejoint le camp des Républicains, alors que d'autres, comme Gued, considèrent que Dreyfus, parce qu'il est bourgeois, militaire et juif, ne peut pas être soutenu. Et que ça détourne la classe ouvrière de son combat. Exact. Et donc c'est un moment fondamental. Et c'est pour ça, je le dis ici devant le CRIF, en saluant les propos du président Khalifa, qu'on ne peut pas avoir la moindre complaisance à l'égard de celui qui explique que peut-être Dreyfus n'était pas innocent, ou que Pétain et De Gaulle, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas un seul instant franchir cette ligne rouge qui est celle qui ramène à l'extrême droite. Je reviens à la gauche. Et je dois dire que les positions du CRIF et du reste ont été d'une clarté absolue. Je viens de le lire, pas besoin de le répéter. Donc, parce qu'ils nous invitent, et donc on ne va pas être trop gentil. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Vieille complicité avec Nathalie, après toutes les gentillesses qu'elle a reçues de Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Donc, et franchement, heureusement, on a besoin de journalistes et de qualité comme Nathalie Saint-Cric. Parce que sinon, il n'y a pas de démocratie sans médias. Mais il y a et cette responsabilité de la gauche, comme ça vient d'être dit très bien, elle naît sur la question de l'islam et de l'immigration. Et c'est pour ça qu'il y a cette rupture avec cette genèse historique et dans les années 2000. Bien sûr, c'est là. Et donc l'expression, même si Pierre-André Taguieff aujourd'hui la modifie, de l'islamo-gauchisme est tout à fait existe. Elle est dans l'extrême gauche. C'est le livre de Plenel sur les musulmans. C'est le NPA qui se brise sur la question d'une candidate voilée. C'est la France insoumise avec la dérive et toutes les positions que l'on connaît. C'est vrai dans la sphère politique, c'est vrai dans la sphère intellectuelle, c'est vrai dans la sphère médiatique. Et le Parti socialiste se retrouve évidemment dans cette enclume avec les débats qui existent au sein du PC, maintenant résolus, et aussi chez les Verts. Et donc c'est ça qui amène aussi, entre autres, à
au fait que la gauche française, mais pas seulement, vous avez aussi ce débat au sein du Parti démocrate américain avec ses prises de position. Donc ce que je dis en terminant, parce qu'il faut écouter aussi celui qui est là et qui nous a déjà montré combien il fallait analyser ces choses de manière tout à fait intelligente et scientifique. La prégnance de l'antisémitisme est là, sous toutes ses formes. Moi, je suis très inquiet, par exemple, de l'antisémitisme revigoré aux États-Unis, et notamment lié à l'extrême droite, mais pas seulement. Donc, c'est un combat qui nécessite 3 choses. 1, toujours rappeler la spécificité de l'antisémitisme et ne pas le mélanger avec d'autres formes de racisme. Yankelevich l'avait déjà écrit il y a 40 ans. Il y a une spécificité propre à l'antisémitisme. 2, le relier évidemment au combat pour Israël, c'est un élément tout à fait fondamental. 3, le combattre les yeux ouverts, non pas comme un mal du passé, mais comme un mal présent et un mal qui est devant nous, et que c'est un combat qui doit réunir tous les responsables politiques, parce que c'est un combat universel. C'est un combat profondément universel, donc il ne faut pas se tromper. Frédéric, après avoir... qu'est-ce qui, dans l'étude, est susceptible, parce que tu nous as tout présenté, est susceptible non pas de nous remonter le moral, mais d'aller dans le sens de quelque chose qui pourrait être un peu plus... Alors, j'ai vu que les jeunes sont moins conscients de l'histoire, sont moins au courant, mais est-ce qu'on a l'impression, au vu de cette étude quand même, qu'il y a non pas des raisons d'espérer, je ne vais pas faire la niaise, mais quelque chose qui serait quand même récupérable? Ce qui est récupérable, c'est quand même la prise de conscience de l'opinion publique française. Ça a été dit par le président Sarkozy tout à l'heure. Il y a eu cette époque, au tournant des années 90 et 2000, donc quelques années après la première intifada, juste avant la deuxième intifada, où l'antisémitisme était quelque chose de minimisé, voire dénié par l'opinion publique française et même relayé par des leaders politiques. Je pense que l'opinion publique a subi de tels chocs, parce que aussi bien avec les attentats antisémites que le choc 2015-2016, que le regard et sur l'antisémitisme et sur Israël a fortement changé. Quand j'écoute Manuel Valls fait tout à l'heure, il a raison de dire qu'il y a un avant et un après 1967. L'IFOP est le plus ancien institut de français. On a sondé pendant des années sur l'image d'Israël. Juste en 67, il y a une sympathie énormissime d'opinion publique sur Israël. Il y a l'alliance de 56 de Suez, et on oublie 67, c'est David qui devient Goliath, si je puis dire. Et puis, il ne faut pas oublier la phrase du général de Gaulle, qui a quand même décomplexé un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Je crois que c'était en novembre 67, si je ne me trompe pas, dans une célèbre conférence de presse, qui a libéré une parole antisémite dans les milieux gaullistes et à droite. Oui, qui choque à rond et qui vraiment est une véritable rupture, malgré un dialogue connu entre le général et Jacob Kaplan, qui, le général, le rassure, bien sûr, en disant qu'il voulait rendre hommage aux Juifs. Et puis, il y a l'intrusion, plus que jamais, du conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, qui débouche sur les deux intifadas et sur l'idée pour l'opinion publique que Israël est coupable. C'est même... relayé très fortement dans des milieux, dans une certaine gauche, effectivement. Et c'est intéressant de voir dans l'étude comme le Parti communiste s'est remis avec la candidature, Fabien Roussel, peut-être pas tous les communistes, mais dans ce camp universaliste, républicain, que Fabien Roussel organise une soirée, place du colonel Fabien, pour Charlie Hebdo, c'est quelque chose qui, moi personnellement, marqué. Maintenant, avec cette séquence terroriste que le pays connaît, il y a un changement de regard sur Israël qui s'est retourné. On avait fait une enquête pour les 70 ans de l'État d'Israël en 2018, où l'opinion publique, de nouveau, manifestait sa sympathie vers l'État d'Israël comme citadelle assiégée, comme en première ligne face à l'islamisme. Et ça a changé. Pour autant, et là, c'est rassurant en France de voir qu'il y a vraiment cette prise de conscience d'un phénomène répandu en augmentation dans tous les milieux de la population. Ce qui m'inquiète plus, c'est la force de préjugés antisémites. J'en ai parlé rapidement sur Ilan Halimi, qu'on est encore... Alors c'était une enquête faite juste avant celle pour le CRIF, pour AGC, où on voit que 3 Français sur 10 considèrent que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français. Oui. Qu'il y a cette idée qu'ils sont soudés. On a toujours un résidu d'un quart, alors c'est une minorité, mais
Quittons les pourcentages et voyons l'extrapolation. Ça fait beaucoup de monde que les Juifs sont le pouvoir. Mais ce que je trouve très étrange, enfin pas étrange, c'est que les critères de cet antisémitisme sont finalement des critères qu'on avait au début du siècle. C'est-à-dire que quand on voit les caricatures dans l'entre-deux-guerres ou avant, c'est une forme de domination financière. Et on en arrive aujourd'hui avec une judéophobie ou un antisémitisme d'origine islamiste à avoir toujours la rémanence de ces critères. C'est une espèce de pouvoir, d'argent. Tout à fait. Et qui s'était senti dans un certain nombre d'histoires de l'extrême gauche. Tout à fait. Et ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Et quand on interroge les Français très récemment, aussi bien l'ensemble des Français que les Français de confession juive, la première cause d'antisémitisme, c'est le rejet et la haine d'Israël, puis les idées islamistes, puis le complotisme, les théories du complot. On est dans une opinion publique qui a subi, on oublie ce qui s'est passé, cette fameuse manifestation un dimanche de novembre 2013, je crois, jour de colère, où on a crié « mort aux Juifs » dans les rues de Paris. Et novembre 2013, c'est avant les manifestations qui ont été montrées dans le documentaire tout à l'heure, de juillet 2014. On oublie ce qui s'est passé avec ces antivax, on en a parlé, ces étoiles jaunes, cette banalisation de la Shoah. Tout ça ça constitue une sorte, je reprends le terme, votre terme, de bouillie qui, je dirais, séduit une partie de la population, malheureusement, plutôt des jeunes. J'ai travaillé sur la jeunesse dans un livre récemment. On a une jeunesse qui est dépolitisée, qui a perdu beaucoup de cadres idéologiques et qui est perméable, plus que la moyenne, à des théories complotistes, des jeunes, des catégories populaires. Et puis c'est vrai que c'est complètement stimulé par un leader politique, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Abdou, est-ce que vous avez la même... comment vous jugez ce que vient de dire Frédéric, c'est-à-dire cette espèce de mutation qui n'en est pas vraiment une, c'est-à-dire vous avez parlé tout à l'heure d'une forme d'antisémitisme, alors Manuel a parlé d'un antisémitisme de gauche qui pouvait y avoir au moment de l'affaire Dreyfus, avec en gros la thèse de Jules Guette qui disait franchement ça nous détourne de la classe ouvrière, on ferait mieux de s'occuper des gens qui souffrent, les juifs c'est des histoires d'autre chose. Le Parti communiste au début de la guerre, c'est pas de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas notre guerre, c'est une guerre impérialiste, cela ne nous concerne Absolument. pas. Et des mutations aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui vient plutôt d'une population islamiste, ou pas suffisamment au courant, ou pas suffisamment éduquée, ou pas suffisamment... Est-ce que c'est quelque chose qui vous frappe aussi de voir qu'il y a une continuité, malheureusement, dans les thèmes? Je prends peut-être un peu de l'avance sur les thèmes, mais je pense que ça, l'état dans lequel se trouve la jeunesse, c'est un peu le mariage de l'inculture et de la soumission. De la soumission qui voient chez leurs professeurs, qui constatent rien qu'à allumer la télévision ou entendre la majorité de notre politique, et une inculture. Alors il se trouve, pour gagner des sous, je donnais beaucoup de cours, je suis peut-être pas mauvaise à l'école, aux enfants de mes amis. Donc les dernières fois, c'était il y a une dizaine d'années. Et j'avais souvent des collégiens et des lycéens, et c'était en français, en histoire, et j'ai vu de mes yeux les manuels scolaires et le niveau des élèves, mais se fracasser. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus choquée. Et je pense que moi, je suis née en 77, je suis arrivée en France en 85, j'avais 8 ans, je ne parlais pas un mot de français, mes parents non plus. Ce français que vous entendez, c'est celui de l'école laïque républicaine et gratuite. Il n'y a pas eu de cours privés. Je veux dire, sincèrement, la France a fait du super bon boulot, je pense qu'on peut le dire. En plus, c'était au collège Anne-Franck, rue Trousseau, qui à l'époque, mais c'était, on avait déjà des cas de viol collectif, c'était un bouge. Bon, moi, mes parents, je les aimais, donc je rentrais à l'école, à la maison, comme il fallait. Mais j'ai vu le niveau baisser, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec une élève de 5e, donc de 13 ans. Ils ont même plus Cro-Blanc de Jack London, qui est ultra facile à lire. Non, des extraits choisis. Non mais moi je lis ça, j'ai plus jamais envie de lire de la littérature. C'est tout pourri, des extraits choisis. Il n'y a pas le fil de la narration, il n'y a même pas les pages où on s'ennuie, il y a besoin de pages blanches. Et ça, c'est venu petit à petit. Après, il y a eu la lâcheté, née de la soumission et de la peur des professeurs, qui ont arrêté. Moi, je dis à tout le monde, regardez La Journée de la jupe, ce film incroyable où vous voyez, il n'y a plus rien. Non mais il est en train de nous décrire le prof qui est là. Oui, moi je fais cours avec le Coran sur ma table par respect pour mes élèves. Non mais, pardon, mais
le respect, il vient pas de son sens-là. Et tout à l'heure, nous avions l'ex-président François Hollande, je suis désolée, je ne peux pas m'en empêcher, mais qui parlait de l'école en disant tout va se régler à l'école. Moi, j'ai l'impression que tout se dégrade à l'école, parce qu'ils vont à l'école, ils ressortent, ils sont plus antisémites, plus islamisés et moins respectueux de l'autorité. Mais François Hollande a commencé, son quinquennat avec Leonarda. On a vu, la France entière a vu le président de la République se faire humilier par une gamine de 13 ans. Mais c'était quoi ce délire? Et maintenant, il nous explique que c'est vraiment important l'école. Mais quelle école? Elle est où cette école-là? L'école dont moi j'ai bénéficié, qui était une école exceptionnelle, qui m'a donné ce niveau que j'ai, où en cours, le bouquin, on devait présenter des bouquins. Mais j'étais en 5e, je parlais français depuis 4 ans, je proposais Le Rouge et le Noir de Stendhal. Aujourd'hui, est-ce qu'un gamin de 13 ans serait capable non seulement de lire, mais de le présenter à l'école en disant « Putain, lisez ça, c'est une histoire d'ambition, ça nous ressemble et tout ». Rien. Et je pense que c'est ça qui a installé. C'est le fait qu'on ait... Et moi, ce qui m'inquiète quand je regarde, Frédéric Dabi a toujours des excellentes études, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand les professeurs plus âgés là, vont mourir, et qu'il ne reste que les jeunes, et que dans toutes vos études, les jeunes sont pour une laïcité, comme on dit, apaisée, machin, enfin, en gros, pour le retour des signes religieux à l'école, pour une guerre des tranchées entre les ethnies dans les écoles, on va faire quoi? Parce que là, la seule chose qui tient à l'école, c'est les vieux profs. Les jeunes, ils ne sont pas du tout d'accord avec tout ce qu'on dit. Et c'est ça le malheur. Pour ne pas être totalement dépressif ce soir, je voudrais juste revenir sur, effectivement, un certain nombre d'études qui montrent que les jeunes ne voient pas le problème. Moi, j'ai le souvenir, en ayant monté une émission un jour, sur le voile, justement, d'avoir eu une femme qui a fait, au téléphone, parler d'elle beaucoup, dont je ne vous dirai pas le nom, et qui m'a dit, par rapport au piercing, c'est un choix. On porte le voile, on a un piercing. Quelle est la différence? Donc, ma première question, et on va refaire un tour, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de la possibilité de conceptualiser pour qu'on ne voit pas le problème, qu'on ne voit pas la différence en quelque chose qui est un effet de mode et quelque chose qui a une signification profonde de soumission, par exemple. Et si, deuxièmement, on n'est pas en train, et ça c'est une question qu'on a posée à François Hollande tout à l'heure, finalement au nom de ce fameux terme qui est avoir la paix, au nom du différentialisme, comme on veut avoir la paix avec tout le monde, on veut avoir la paix avec ses enfants, on veut avoir la paix avec ses voisins. Est-ce que finalement, alors ça c'est un discours un peu réac que je tiens, mais est-ce que finalement pour avoir la paix, on est en train de dire j'accepte tout, voilà. Voilà, le discours de réactionnaire du soir, Manuel Valls. Le mien, j'entends. On va essayer deux choses. Hein. Oui, je vais essayer de remettre, en tout cas pour moi, j'ouvre d'ailleurs une petite parenthèse, j'ai une vie relativement apaisée, même si je m'implique davantage dans le débat public aujourd'hui. Mais je dois vous dire que, comme nous sommes faits de sang et de chair, qu'entre la journée d'hier, et notamment les moments merveilleux et émouvants que j'ai passés avec monsieur et madame Monsonego dans leur école, et puis hier après-midi, dans une cérémonie lourde de sens, et en rentrant dans cette salle, je m'en rends compte maintenant, je ne suis plus tout à fait le même. Enfin, je veux dire, c'est quand même des chocs qu'on prend. Hein. J'ai gouverné dans des moments extrêmement difficiles. Je ne me mettrai jamais à la place des victimes. Je sais ce qui s'est passé ici, mais on n'est pas dans cette salle impunément. Et vous l'avez choisi d'ailleurs, cher Francis, à dessein. Je le dis parce que j'essaie de remettre de l'ordre dans mes idées, parce que malgré tout, les émotions, les souvenirs, les images, ce que nous avons vécu tous ensemble français, je ne peux pas m'en extraire. Deuxièmement, l'antisémitisme est profond et il est annonciateur évidemment de toutes les catastrophes. J'ai eu l'occasion, moi, d'évoquer le retour du tragique dans l'histoire en 2015. Mais avant, au-delà de tout ce qui a été dit juste sur les fondements de cet antisémitisme qui a retrouvé une véritable rigueur, et dont moi j'ai vu vraiment les premières manifestations à Évry au moment de la deuxième intifada. Mais c'était vraiment, et au-delà du fait que ça vient de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ce qu'on évoquait sur l'affaire Dreyfus, c'est aussi au moment où le pamphlet de Drummond trouve un succès énorme. Donc on pourrait faire des analogies aujourd'hui. Mais c'est, pour répondre à votre question, c'est au fond, je me rappelle d'une question qui m'est posée par un élève
au lendemain des attentats de Charlie de Montrouge et de l'Hypercacher, c'est sûr, mais au fond, il y a 2 poids, 2 mesures. On manifeste pour Charlie, mais on ne manifeste pas pour les Palestiniens. Vous avez mené un combat contre Dieudonné pour l'interdire de s'exprimer, mais Charlie, ils ont attaqué le prophète. C'est-à-dire que dans la jeunesse notamment, mais dans la société, il y a l'idée que tout se vaut. Et à mon avis, ça vient depuis longtemps. C'est-à-dire, il y a sans doute une perte d'autorité, mais au fond, on n'arrive plus à savoir, je n'oserais pas dire où est le bien, où est le mal, mais en tout cas, au fond, à articuler un discours. De ce point de vue-là, en janvier 2015, il y a dans les événements majeurs qui se font, et qui d'ailleurs créent un schisme aussi à gauche, mais qui provoquent un choc dans la société, c'est Charlie. Parce que Charlie prend un symbole de notre société au-delà même de ce qu'ils étaient. Et les éditoriaux depuis, évidemment, il y a le livre de Charb, posthume, mais les éditoriaux de Ries sont très importants pour comprendre ce qui se passe dans notre société et qu'il n'y a pas cette histoire de 2 poids, 2 mesures, au fond. Quand moi j'attaque Dieudonné suite à un éditorial du président du CRIF visant à interdire ces spectacles parce que ce sont des spectacles antisémites, j'ai les éditoriaux du Monde et du Figaro qui m'expliquent que je m'en prends à la liberté de ce qu'on appelle encore parfois dans la presse un humoriste polémiste, ou le polémiste Dieudonné, parce que ce sont des spectacles pourtant antisémites. Donc, et je vois qu'il y a la réaction d'incompréhension d'une partie de la jeunesse. Et ce n'est pas la jeunesse que de banlieue qui va le voir, c'est assez, comme on dirait, interclassiste, ça touche des gens très différents. Donc oui, on a perdu à un moment la bataille de ce qui est essentiel, de ce qui ne l'est pas, du bien et du mal, et de distinguer ce qui est vraiment insupportable dans la société. Donc c'est tout ce travail qu'il vient de faire. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais que le travail dans la société, il est redoutable à mener. C'est pour ça qu'il faut, je le répète, rien lâcher. D'ailleurs, et le président Sarkozy et le président Hollande ont terminé sur des registres différents sur ce sujet. Il ne faut rien lâcher. Pour moi, je l'ai dit hier, c'est le combat de ma vie, parce que c'est un combat profondément de civilisation. Mais il faut le relier, encore une fois, à la spécificité de l'antisémitisme. Il y a une spécificité, on ne peut pas tout mélanger. On peut pas tout mélanger, ça il faut dire, dans les écoles et dans la société. Il y a la question d'Israël, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, c'est pour ça qu'antisémitisme et antisionisme se conjuguent. Et ce n'est pas celui qui soutient l'État d'Israël comme ça, aveuglement, non. C'est parce que c'est fondamental. Il y a un 3e élément, je ne comprends pas pourquoi la diplomatie française n'est pas suffisamment puissamment armée derrière les accords d'Abraham. Parce que ce n'est pas uniquement avec les pays du Golfe, mais c'est aussi avec le Maroc. Donc c'est un changement profond. Donc ce n'est pas uniquement un débat de valeurs, c'est un débat aussi stratégique, c'est un débat profondément politique sur ce qui se passe dans notre pays, en Europe et dans le monde. Donc c'est une articulation qui va bien au-delà des pétitions de principe, au-delà de tout le travail qu'il faut faire, police-justice évidemment, sur les réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy le disait tout à l'heure justement, qui font des dégâts bien plus considérables que cette pauvre Leonarda. Sur cette fois-ci, la deuxième notion qui était avoir la paix. Est-ce que finalement, ça découle de ce que vient de dire Manuel Valls? Est-ce que si les valeurs cardinales, c'est d'être tranquille, c'est de ne pas être embêté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut Vous savez, le premier sondage publié par l'IFOP, il date de septembre 1938. C'est sur les accords de Munich. L'IFOP n'était pas encore créé, mais il y avait Jean Stotzel qui avait fait une première enquête. Et ce qui était intéressant, les Français, à une majorité assez nette, mais pas écrasante, soutenaient Daladier, qui avait pourtant dit les cons lorsqu'il mais pour autant, la seule génération qui était non pas contre les accords, mais qui était la moins favorable, c'était les futurs mobilisés, c'est-à-dire les 20-29 ans qui avaient peut-être anticipé, les 21 à l'époque, qui avaient peut-être anticipé ce qui allait se passer. Mais on sortait quand même d'une guerre, de la guerre de 14-18. Non, tout à fait. Mais on avait un fort courant pacifisme. Tandis que là, nous, on sort pas de. Non, mais bien sûr. On sort d'une période de prospérité, d'une période où les choses se sont bien passées. Oui. On sort aussi d'un pays qui est quand même touché par toute une série de chocs profonds depuis maintenant des années. Le choc terroriste. Et il y a une personnalité qu'on n'a pas évoquée ici ce soir, c'est Samuel Paty. Oui. Moi, je suis frappé de voir à quel point, dans nos enquêtes qualitatives, où on ne suggère pas de réponse, où on demande aux Français de raconter les dernières années sur le plan politique,
Samuel Paty sort systématiquement. Et c'est vu comme quelque chose d'absolument traumatisant, parfois même mis au même niveau que les attentats de 2015. On n'est pas là pour comparer, mais c'est extrêmement fort. Et puis dans la jeunesse, il y a cette bouillie dont vous parlez. Moi, je suis frappé de voir que s'il y a des sujets sur lesquels les générations ne se... Moi, je ne crois pas aux guerres entre les différentes générations, mais il y a des sujets sur lesquels les générations ne se comprennent plus. Elles ne sont plus dans la conflictualité, elles font chacune bande à part, chacun dans son couloir. Quand on interroge les Français sur qu'est-ce que c'est que la laïcité pour vous, les Français de plus de 35 ans, c'est d'abord faire reculer l'influence des religions en France, et c'est séparer le politique du religieux. Vous interrogez la jeunesse avec la même question, la jeunesse est 18-30 ans, mais une enquête pour Charlie Hebdo d'ailleurs, auprès des lycéens, montrait des résultats encore plus forts. La laïcité, c'est d'abord assurer l'égalité et donc la visibilité entre toutes les religions. D'où pas de sujet, c'est un peu la pub McDo, venez comme vous êtes. Pas de sujet si vous portez un voile, une croix pectorale ou je ne sais pas quoi. Et la laïcité, c'est assurer la liberté de conscience. Et tout ça, cette différence, enfin, là on a vraiment deux visions irréconciliables, très différentes, ce qui explique que dans une partie malheureusement majoritaire de la jeunesse, il y a l'idée qu'une incompréhension sur le blasphème. C'est ce qui a conduit à la mort de Samuel Paty. C'est ce qui a conduit au fait, et ça a été le déclencheur de mon livre, un tiers des jeunes dans une enquête IFOP Marianne considèrent que Samuel Paty a eu tort de montrer des dessins pour illustrer la liberté d'expression. C'est là que la fracture est la plus forte et la conflictualité positive a, je dirais, disparu. Dans les premières enquêtes auprès de la jeunesse, les enquêtes Nouvelle Vague, c'était le concept qu'avait forgé Françoise Giroud, la famille était un lieu apprécié des jeunes, mais c'était un lieu de conflit. Pour ou contre le général de Gaulle, pour ou contre la gauche au pouvoir, la question des mœurs, la question de l'égalité femmes-hommes. Maintenant, la famille est devenue le mot préféré des plus jeunes, mais bien sûr, ce ne sont que des sondages, je ne généralise, mais il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de vrai débat parce qu'on ne se comprend plus. Et là, c'est voilà quelque chose d'inquiétant et qui est vraiment, et qui, comme le dit Manuel Valls, ce n'est pas que des jeunes de banlieue, ça s'est largement diffusé à toutes les classes sociales. Bon, c'était censé être positif. Désolé. Je suis pas sûre d'avoir tout à moi atteint mon propos. On va peut-être, avant pour terminer, Abnous, est-ce que toi qui viens d'un pays où on s'est battu, où on est opprimé, enfin opprimé, oui, on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit. Est-ce que tu nous trouves mou et incapable, c'est peut-être l'expression de la soirée mou pour moi, je m'en excuse. Est-ce que tu trouves qu'on a une faiblesse de ne pas savoir se battre pour ce qu'on a et qu'on est... Okay, c'était le but que je fasse une réponse optimiste, c'est raté. Ah non, mais attendez, je suis pas une niaise. Non, c'est pas, non, je dis pas juste bien, simplement, c'est que de temps en temps, si par il y a des choses qui sont bien... D'ailleurs, c'est pas compliqué, on le voit là, avec l'Ukraine. Je vous avoue, moi, je ne supporte plus, je n'ai jamais fait ce genre de niaiserie, mais je trouve que c'est encore pire, on a l'impression... Non, en fait, je vais commencer par autre chose. Là. Vous avez l'Ukraine, on a l'impression que les gens ils mettent une photo de profil avec le drapeau et un cœur, ça y est, ils sont en guerre. C'est dramatique. Et quand on leur dit, bon, bah alors on a mis des sanctions russes, comprenez, pour essayer de faire la guerre comme ça va toucher votre portefeuille. Non, mais là, ils sont à deux doigts de manifester pour dire, ah non, pas mon portefeuille. Moi, le drapeau sur mon profil réseaux sociaux avec le petit cœur, c'est suffisant. Bah, au fait, la seule chose qu'on nous demande, là, aujourd'hui, c'est peut-être un peu le sacrifice du portefeuille, de faire un petit effort, de dire, voilà, à hauteur de ce qu'on a. C'est que quelqu'un qui n'a pas les moyens n'a pas à souffrir, mais ceux qui peuvent ne devraient même pas râler et être fiers de participer. Et vous savez, ça me fait penser à Sylvie Topalov. On parlait des procès qui a lieu en ce moment, des attentats du 13 novembre, mais Sylvie Topalov est l'une des avocates d'une des familles, des parties civiles, et elle est dans une espèce de dialogue depuis le début avec Abdeslam, qui là lui a dit l'autre jour, ça y est, vous avez accouché, parce que sa question était un peu longue, ambiance, et elle, dans une interview, disait très justement, c'est quand même un peu étrange, c'est que là, on sortait des attentats du 13 novembre, qui est quand même un petit peu tragique, qui se passait là. Et là, on entendait des Français dire « Non, mais moi, je suis en guerre, je résiste, je vais boire une bière en terrasse. » Vraiment ? C'est ça ? C'est ça, de faire la guerre, résister, etc. Non, mais on entend, et ça, en plus, avec l'Ukraine, non, je trouve qu'il y a une espèce de lâcheté, mais je trouve, en plus, c'est très étrange, qu'il y a un mélange de peur, mais qui, en plus...
Il y a un côté apathique qui s'est installé, vraiment, où on a peur de notre ombre, et c'est très marrant parce que, là, on en avait parlé au téléphone, c'est quelque chose qui me choque, c'est qu'on est là, on n'a aucun problème, j'allais dire, à insulter les Russes, à poutiniser les Russes, comme on a bochisé les Allemands. On est là, non, Dostoïevski, on le met en sourdine, c'est pas le moment, comme si Dostoïevski était poutinien. Enfin, on est dans un truc un peu hystérique, un peu n'importe quoi, ce qui prouve que la cancel culture, autre chose qui n'existe pas, mais qui quand même existe, puisque c'est efficace, fonctionnait à plein régime avec les Russes, mais j'allais dire presque, parce qu'ils sont blancs. Et que tout d'un coup, l'autre, l'islamiste, l'étranger, nous faisait assez peur pour qu'on n'arrive pas à avoir la même démarche. Où là, on prend des pinces. Et bien moi, ces pinces du politiquement correct, pour moi, c'est les clous sur le cercueil de l'humanisme. C'est tout. C'est à ça que c'est en train de servir. Je tiens quand même à rappeler que là, au moment de la guerre, quand Gaza a commencé à bombarder Israël, je crois que je ne sais pas combien d'années ça faisait qu'on n'avait pas vu cette scène-là, on a vu des Juifs se faire poursuivre dans les rues de New York, qui ont été obligés de se réfugier dans un magasin, c'est en train de se faire lyncher. Mais ça, c'est pas... Il y a l'extrême droite antisémite aux États-Unis, mais là, on a un sérieux problème avec une large frange, la frange radicale des démocrates américains menée par AOC, là, Alexandria Ocasio-Cortez. C'est assez aberrant, qui ont donc décidé que le soutien à Israël, c'était quasi de l'ordre du crime contre l'humanité, et qui sont en train de dérouler un discours. Et comme on voit, de toute façon, tout ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver ici. Moi, ça m'inquiète, avec Whoopi Goldberg qui explique que finalement la Shoah, c'est une histoire de blanc, ça n'a rien à voir. Le fait que les Juifs aux États-Unis soient passés dans la catégorie blanc, donc opprimés, le tout aggravé par le fait même de l'existence d'Israël, nous promet pas des grands moments. Et je trouve que réagir à ça en disant « je vais prendre une bière en terrasse », où j'ai changé ma photo de profil, j'ai mis un drapeau, je ne suis pas certaine qu'on va s'en sortir comme ça. Manuel, Monsieur Valls. Non, moi, Une conclusion, non pas optimiste, une conclusion. l'optimisme, il est dans le fait pas que, l'endroit. le mot vient d'être dit, c'est que nous défendons une civilisation. Et cette civilisation, elle est profondément humaniste. Et que c'est la conciliation, l'accord, l'alliance entre la démocratie, le respect de l'être humain, de l'état de droit, des droits de l'homme, de l'économie de marché, de l'état social, de la culture. Ces valeurs-là, c'est l'Europe qui les porte. Et nous les portons de manière universelle aussi avec Israël, évidemment, avec d'autres pays. C'est un élément fondamental. L'autre aspect, c'est un mélange d'optimisme et de tragédie, d'optimisme et de lucidité. C'est que pour défendre cette civilisation, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre avec l'État, le respect de l'État de droit, avec nos règles, avec nos valeurs, avec l'école, avec la culture, avec ce que nous sommes. Mais il faut se battre aussi, comme nous l'avons fait à partir de 2015, et comme il faudra continuer à le faire, en consolidant nos forces de sécurité, et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, évidemment, en changeant de braquet, de prise de conscience, de logiciel, parce que la guerre est de nouveau possible sur notre sol. Et ça n'est pas des mots, c'est une réalité. C'est comme ça que l'humanité a toujours été. Mais je pense qu'il faut concilier la force de la démocratie avec la capacité de répondre. C'est au fond aussi l'exemple d'Israël. Et je termine avec cela, c'est-à-dire que le temps est venu de dire clairement les choses. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la diplomatie, le dialogue, la recherche de solutions. Il le faut, de la paix, de la sécurité en Europe, qu'il y a toujours l'idée quand même, nous l'espérons tous, par exemple avec la Russie, de renouer quelque chose qui au fond ne s'est jamais noué, en tout cas depuis très longtemps dans cet espace européen. Mais le moment est venu de dire clairement les choses au peuple et aux Français, aux Européens. Les sondages le montrent, qui sont plus qu'inquiets, et pas uniquement à cause du spectre d'une guerre nucléaire. Non, parce que nous savons que nous pouvons engager de nouveau nos armées sur le sol européen. Mais de dire aussi les choses clairement. Personne ne sera étonné de dire, il faut dire les choses clairement concernant Israël, qui a une capitale de l'État d'Israël qui s'appelle Jérusalem. C'est-à-dire, il ne faut plus être dans l'entre-deux. Il faut être dans la clarté, parce que le combat nécessite de l'intelligence, de la subtilité, je vous l'accorde, mais aussi de la clarté, parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a une frontière
qui est en train de se dessiner. Donc c'est tout cela qu'il faut conjuguer, et je pense que c'est la clarté, y compris sur ce sujet-là, qui nous permet peut-être, et ça sera long et difficile, de mieux combattre l'antisémitisme. Tout en concluant, comme l'a fait Francis Khalifa tout à l'heure, qui avait ce combat, mais que ce combat était un combat éclaireur et qui justifiait les autres combats contre le racisme, contre un certain nombre de... Et que tout ça, ça allait ensemble. C'était pas l'un ou l'autre, c'était pas un truc à la carte. Merci beaucoup, merci Frédéric, merci Manuel. Et merci Abnous.